Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture pour notre émission, la première d'une émission sur TV Agri. On va parler du hold-up sur le foncier. Pour en parler, je suis en compagnie d'Emmanuel Iest. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération nationale des SAFER. Juste à vos côtés, Frédéric Courleux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'un think tank qui s'appelle Agriculture Stratégie. C'est ça. Juste à ma droite, là, Bernard Lannes, président de la coordination rurale. Bonjour Bernard. Bonjour. Et juste à vos côtés, donc Nicolas Doré, qui est expert foncier, président des experts fonciers du bassin parisien et avant tout agriculteur En Eure-et-Loire. Voilà. Emmanuel Iest, cette loi sur le foncier, c'est un serpent de mer. On en parle depuis des années. On a l'impression qu'elle est tout le temps repoussée, voire même enterrée. Alors pour moi, elle n'est pas du tout enterrée. Le ministre de l'Agriculture, il y a 3 semaines, nous a réaffirmé que la loi foncière, elle allait voir le jour. Après, tout dépend ce qu'on va y mettre dedans dans cette loi foncière. Est-ce qu'on fait ce que certains ont appelé une grande loi foncière ou est-ce qu'on fait une loi foncière avec un volet protection des terres agricoles et un volet régulation, ce que nous appelons de nos voeux, ou est-ce qu'on y met simplement dans la loi foncière de la partie régulation qui est la chose la plus urgente aujourd'hui dans notre pays? C'est quoi le problème? Pourquoi on n'en parle pas, Bernard Lannes? Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'en fait, entre la terre du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, il n'y a pas du tout les mêmes pratiques. Il y a des usus et des usages très particuliers. Et il y a un enjeu phénoménal derrière tout ça. De toute façon, on voit aujourd'hui que, moi je le dis souvent, les innocents vont à la SAFER, les autres montent des sociétés. C'est comme ça. C'est pas de la faute de la SAFER. Mais le politique laisse un espace. Et on voit qu'on parle d'accaparement des terres agricoles. Oui, en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simple. Nos terres valent cher. Nos produits, à nous, ne sont pas payés au juste prix et les agriculteurs ne sont plus ceux qui achètent les terres, ce sont des fonds d'investissement. Si vous avez 5 millions d'euros aujourd'hui, il vaut mieux que vous les mettiez sur des terres parce qu'en fait, tranquillement, vous allez avoir une plus-value sur quelques années et vous n'aurez pas par contre une fonction nourricière avec ça. Bernard Lannes, c'est pas vrai, les terres coûtent pas cher partout. Alors les terres coûtent pas cher partout. Alors après c'est pareil, au niveau européen, c'est vrai que la France a des terres relativement peu chères, avec déjà une problématique, c'est que le revenu est quand même assez faible pour les agriculteurs. Donc heureusement qu'elles ne sont pas plus chères que ça. Après on a aujourd'hui quand même certaines régions de la France, je pense notamment certains secteurs de Saône-et-Loire, mais aussi certains secteurs en région centre, entre Lyon, le Loiret, où on a de la déprise de terres agricoles et donc des prix qui s'effondrent. Il y a quand même une chose qui est à peu près similaire pour toutes ces terres-là, c'est qu'elles sont relativement éloignées des centres urbains et des centres-bourgs. Nicolas Doré, ça veut dire qu'on peut acheter des terres à 2000 € aujourd'hui? Aujourd'hui, si vous allez dans certains secteurs, 2000, 2500 €, vous pouvez. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire dessus? Si c'est pour faire une production qui ne rapporte pas, si vous allez mettre des vaches alors qu'il n'y a plus d'abattoir, vous pouvez les acheter 2000 €, c'est peut-être encore trop cher. Et ça veut dire que des fois, des terres libres et des terres louées, c'est l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer. Expliquez-nous. Ouais, moi, j'ai rencontré ça dans quelques dossiers où finalement des terres occupées valaient plus cher que de la terre libre parce qu'elles bénéficiaient d'un locataire et d'un bail. Donc ça peut paraître très étonnant dans des régions comme la Picardie, dans des régions comme la Normandie, comme la région centre, notamment en Eure-et-Loire. Mais là, on était dans des cas où en fait, les terres libres, ça voulait dire on trouve plus de locataires, plus d'agriculteurs à mettre dessus. On marche sur la tête. Tout à fait. Et quand on parle de terre libre ou de terre pas chère, quand j'entends que Air France a décarboné tous ses vols intérieurs en achetant de la forêt, on va très vite avoir des gens qui vont s'approcher de nos terres, qui vont les acheter aussi, pour à la limite replanter de la forêt, parce qu'en fait, décarboner la terre, nous sommes les premiers acteurs possibles pour faire ça, mais aujourd'hui, on ne veut pas nous le payer via les prairies, on ne veut pas nous le payer via le maïs, mais quand je vois qu'Air France fait ça, je pense que l'État, il faudrait qu'il se remue un peu pour avoir une vraie politique par rapport à ça. C'est la première fois dans l'histoire que des gens achètent du foncier pour l'exploiter, des financiers. Avant, quand on était acheteur de foncier, on l'achetait comme placement. Aujourd'hui, on achète du foncier quand on ne peut pas faire autrement, puisqu'on l'a dit, il y a des sociétés. Et aujourd'hui, les grosses entreprises achètent plutôt la société que les terres. Et c'est bien l'objectif d'exploiter les terres agricoles qui est un enjeu, et ce n'est pas simplement la détention. Et ça, c'est vraiment un phénomène tout à fait nouveau. Et pourquoi c'est nouveau? Parce que moi, je dis assez couramment, et j'en suis vraiment convaincu, une des seules économies sur lesquelles on est sûr de pouvoir s'appuyer dans les 10, 20, 30 ans à venir, c'est l'alimentation. Une augmentation de la population mondiale et une baisse des terres disponibles, ça veut dire qu'il va y avoir une pression sur l'alimentaire. Et aujourd'hui, ça serait un véritable paradoxe qu'au moment où ça va se mettre à rapporter, et l'économie autour de l'agriculture, elle rapporte pas aux agriculteurs, mais elle rapporte à tous les autres. Frédéric Courleux, on fait n'importe quoi. On a oublié que 97% de l'alimentation, voire plus, sont produites aujourd'hui sur les terres. Et aujourd'hui, c'est des grandes surfaces, Amazon avec ses entrepôts, etc., qui est en train de miter le terrain.
je pense que malgré tout, on a une bonne base avec notre politique foncière qui date depuis les années 46-47, qui a été renforcée dans les années 60. Les outils sont là, il y a quelques trous dans la raquette qu'il faut effectivement boucher. Emmanuel Elas l'a dit, on a un problème autour du transfert des parts de sociétés qui sont un moyen de contourner un certain nombre de régulations publiques. Donc malgré tout, il faut se rappeler que grâce au contrôle des prix de location de la terre, l'agriculture française a un facteur de compétitivité positive. Si on ne l'avait pas, ce serait encore pire maintenant. Et oui, parce que les Belges nous louent des terres à 1500 € l'hectare. Comment des Belges qui ont des terres qu'ils achètent à 60 000 € l'hectare, comment ils sont capables de payer 1500 € pour louer des terres? Les pommes de terre, ça... Et ouais, mais il y a un problème de qui rapporte. compétitivité de l'agriculture, parce que ça veut dire que ça sera encore pire. Les Français savent faire des pommes de terre aussi et arrivent à sortir ce genre de valeur-là. Il n'y a pas de... Moi, je pense qu'en Belgique, ils ont fait le choix de relever leur agriculture et nous qui sommes délaissés, le problème, c'est que je disais tout à l'heure, c'est on est en train de nous faire perdre à nous dans notre fonction nourricière pendant que d'autres viennent faire de la capitalisation sur de la terre sans fonction nourricière. Et c'est ça le problème, moi, qui me heurte, parce qu'en fait, on nous dit, oui, on veut une agriculture familiale. Nous, à la coordination, on défend une agriculture familiale. Familiale, ça ne veut pas dire à la binette et travailler à la main. Non, ça veut dire des agriculteurs, des exploitations aux mains d'hommes ou de femmes qui sont des entrepreneurs, mais qui derrière sont transmissibles. Ça veut dire que les agriculteurs maîtrisent leurs capitaux et Voilà, maîtrisent tout leurs à fait. décisions. Mais Et on est en train de s'en aller de ce modèle. Mais le problème dans tout ça, c'est que regardez aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très bas. Moi, j'ai acheté des terres à l'époque à 14% et on les payait parce qu'il y avait l'inflation et que nos prix étaient vraiment le coût de notre production. Aujourd'hui, on nous a menés en dessous des cours mondiaux. On est complètement banalisé. On est livré aux 4 vents avec l'Europe qui nous laisse rentrer des produits concurrentiels. Donc, on se fait piquer nos terres. Et pourquoi? Parce que 50% des agriculteurs s'en allant à la retraite dans les 10 ans à venir, et bien là, derrière, vous allez voir que le marché va s'effondrer, mais les financiers vont arriver. Frédéric Courleux. Ce qu'a dit Bernard est fondamental. Il ne faut pas faire porter le chapeau de la crise agricole à nos choix en matière foncière. Le problème, il vient de la PAC, il vient effectivement un pari perdu, celui des années 90, qui a consisté à dire on va supprimer les distorsions, on va tous ouvrir nos politiques agricoles et on va sortir comme ça de la surproduction et les prix vont remonter. Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Malheureusement, l'Europe continue dans l'impasse du découplage, et alors que tous les autres pays renforcent leur politique agricole. Et on voit bien que l'agrandissement dans le cadre des transferts de parts de société, c'est pas la solution, parce que si c'est pas parce qu'on s'est agrandi qu'on est dans une meilleure situation économique aujourd'hui. Donc ça se saurait si c'était le cas. Mais pourquoi on fait n'importe quoi en France, Nicolas Doré? Pourquoi on construit des ronds-points? Pourquoi on construit pour les GMS, pour la grande surface, pour les Leclerc et autres, des supermarchés, alors que le modèle de la GMS est remis en cause, que la seule solution pour maintenir les parts de marché, c'est de faire des entrepôts ou des magasins toujours plus grands sur les terres agricoles? Pourquoi personne ne dit stop? Alors là, il y a deux choses. Il y a sans doute quelque chose de politique, on va dire, qui permettrait de stopper. Et puis après, pour le coup, on n'a peut-être pas du foncier agricole assez cher. C'est-à-dire que le foncier agricole, bien sûr, pour les agriculteurs, il peut être compliqué à acheter. Et à la limite, même pour des investisseurs privés qui veulent du rendement aujourd'hui sur certains secteurs, il est compliqué à acheter parce qu'il n'est pas rentable. Mais pour une GMS, pour une grande surface, pour une collectivité, le foncier agricole est rarement assez cher. Et notamment, si vous êtes dans des secteurs, moi j'interviens beaucoup en secteur parisien ou périparisien, de toute façon, l'exploitant, le propriétaire qui perd ses terres ne peut plus trouver un hectare. Donc le prix de la terre, à la limite, il n'en a même plus, puisqu'elle n'existe plus et elle n'existera pas demain. Sur la protection des terres agricoles, je suis convaincu que ce n'est pas par le prix qu'on le fera. Tout à fait. Il y a déjà aujourd'hui des décisions qui ont été prises par l'État qui fonctionnent. La CDPENAF qui a été mise en place, c'est quelque chose qui marche, même si c'est imparfait, mais ça ne marchera que par des décisions politiques. On ne laissera pas, si on veut protéger les terres agricoles, il faut que le zonage des terres agricoles soit bloqué de façon durable. Frédéric. Le prix d'un terrain agricole, en gros, c'est entre 6 et 10 euros le mètre carré. Un terrain à bâtir ou pour faire des parkings pour des supermarchés, on va être entre 150 et 200 euros le mètre carré. Forcément, il y a un gap énorme, mais il ne faut pas croire qu'en comblant ce gap-là, on va réduire le problème. La question, Emmanuel vient de le dire, c'est le problème de zonage. Et il y a des permis de construire qui doivent imposer une densification. Et il faut revoir aussi la question de la construction dans les périphéries de villes qui portent atteinte au centre-ville.
Bernard Laine. Moi, plutôt que de zoner les terres agricoles, je propose de zoner les villes. C'est-à-dire que maintenant, il faut leur dire, voilà, vous avez utilisé un grand périmètre, mais dans ce périmètre, il y a du bitage industriel. Commencez à tout démonter. Quand je vois qu'à côté de la tour Montparnasse, là, on a démonté un grand magasin qui coûte une fortune, donc il est démonté, on récupère du terrain à bâtir, parce qu'à Paris, il est très cher. Mais dans les villes, moi, quand je vais autour de Lyon et que je vois qu'on sorte le périph' pour aller chercher 50 hectares pour faire un dépôt Amazon, ben, j'estime qu'il n'y a qu'à dépolluer les bâtiments qui sont en train de traîner. Seulement ça, c'est du placement financier, c'est de la spéculation, et on préfère encore s'agrandir en grignotant, et parce qu'on se dit que cela sera plus cher après. On parlait tout à l'heure de loi foncière. Je pense que le président de la République l'an dernier a inauguré le salon en disant qu'il fallait zéro artificialisation nette. Je pense qu'aujourd'hui, à la fois pour la garantie alimentaire de notre pays, mais aussi on parle beaucoup d'environnement et de protection par rapport au climat, c'est un enjeu majeur. Protéger les terres agricoles, c'est pas corporatiste, je le dis depuis 10 ans, c'est bien un problème de la société dans son ensemble et pas uniquement pour les agriculteurs. Et pourquoi la loi n'est pas inscrite? On n'arrive pas à trouver une place dans le calendrier? Pourquoi elle est reportée au calendrier grec? Pourquoi il y a eu les problèmes sociaux ces derniers temps? Personne n'était capable de le dire il y a un an quand le président a été élu. Je pense que ça participe à ça et moi je suis convaincu, et on doit rencontrer le président de la République tout à l'heure sur le salon. On va lui redemander que ça soit lui en tant que président de la République qui dise quand on va mettre en place cette future loi foncière. Et dites-lui aussi que ce qu'on fait avec le pavillonnaire aujourd'hui, c'est n'importe quoi. On fait les mêmes erreurs qu'on a fait dans les années 60 avec les cités. On est en train de mettre des gens à la campagne loin. Nicolas Doré, racontez-moi. Je pense que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir une position nationale qui soit pour la protection du foncier, et je pense qu'elle est dans l'esprit aujourd'hui. Par contre, on voit que toutes les municipalités ou toutes les intercos aujourd'hui, il y a toujours cette question du développement, c'est-à-dire, et la zone pavillonnaire va entraîner encore des développements supplémentaires. Quand un maire sur une commune décide de faire 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares de logement, une fois qu'il a fait les logements, il faut qu'il fasse une école supplémentaire ou une classe supplémentaire. Une fois qu'il a fait la classe supplémentaire, il va falloir qu'on développe des classes supplémentaires au collège. Et quand les enfants sont arrivés à un âge plus important, on n'a plus de quoi remplir l'école. Donc pour remplir l'école, il faut refaire une zone pavillonnaire. Et on est toujours dans cette démarche-là. Et si on continue aussi là-dessus, la zone pavillonnaire, elle est pour moi à l'inverse de ce que la société souhaite aujourd'hui, avec du transport en commun, plus de voitures, du zéro carbone et compagnie, puisque finalement quand on vit à la campagne, on se rend compte qu'il ne faut pas une voiture mais 2 voitures, que c'est difficile, qu'on augmente les temps de trajet, et donc il y a vraiment une difficulté entre préserver nos campagnes et on va aller encore plus loin. On met les gens des villes à la campagne, ils n'ont pas de transport en commun, ils ont 2 voitures pour aller à la première gare, ils sont fatigués parce qu'ils vont 1 heure ou 2 heures de train quand ça marche bien. Ils perdent leur emploi, ils reviennent chômeurs à la campagne, et on est en train d'appauvrir certaines zones comme ça. Et il faut absolument qu'on redécouvre ce qu'est l'urbanisme. On a fait de l'aménagement pendant 50 ans, il faut redécouvrir l'urbanisme. Historiquement, les centres-bourgs s'étaient construits sur 2 voire 3 niveaux, et aujourd'hui on fait des résidences avec un rez-de-chaussée seulement. C'est une aberration aujourd'hui, il faut vraiment qu'on revienne à des choses où on raisonne. Et en plus on les fait des fois dans des zones inondables. Il n'y a que dans le Gers où tout va bien. Ah, dans les coteaux du Gers, tout va à peu près bien, mais dans le Gers, on est comme le reste. Moi, je rappelle quand même que notre terre, c'est quand même notre nourriture, et que protéger sa terre et protéger ses paysans, c'est quand même s'assurer demain qu'on mangera encore une nourriture saine et la meilleure du monde. Parce qu'aujourd'hui, quand on nous dit que oui, ben finalement, on va s'adapter, parce que Emmanuel Macron, quand il ne nous protège pas complètement et qu'il ne veut pas trop bousculer l'Europe, aujourd'hui qu'il est en train de négocier la PAC, tant que l'Europe ne sera pas protectrice et qu'on aura le fou de Trump qui lui va faire du protectionnisme éclairé, nous on va souffrir, mais des paysans vont disparaître. Et quand ces paysans disparaissent, je le redis tout à l'heure, c'est la terre qui change demain, y compris par des outils qui appartiennent aux agriculteurs, les coopératives. Frédéric. Au-delà de la loi foncière qui est nécessaire, il faut à tout prix penser une meilleure articulation entre la PAC et la régulation foncière française. Aujourd'hui, on a des outils grâce à la PAC qui permettraient d'instruire mieux et de faire des choses plus intelligentes sur les régulations du foncier. Ces 2 politiques, que ce soit la PAC ou les régulations foncières, concourent au même objectif, l'installation, le renouvellement des générations. Pourquoi ne pas les faire davantage travailler ensemble? Ouais, vous y croyez encore à la PAC? Oui, bien sûr. Même aujourd'hui? Bien sûr. Alors effectivement, il y a le débat sur le budget. Mais il y a peut-être une porte de sortie intelligente qui est de dire, bon, les Allemands ne veulent pas mettre au pot, au moins qu'on puisse avoir davantage de régulation de marché pour pouvoir compenser des baisses de subventions. Vous savez, si on ne croit plus à la PAC,
pour moi, ça veut dire qu'on ne croit plus à l'Europe. Et je suis à convaincu, en tant qu'agriculteur, que s'il n'y avait pas l'Europe, il y a belle lurette que notre agriculture serait laminée par les autres. Mais moi, à la PAC, je rajouterais un deuxième A, c'est celui d'alimentation. C'est-à-dire agriculture, mais surtout alimentation. Parce que l'agriculture, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Le prix des terres, 6 000 euros en moyenne en France, progression 6% par an, c'est un vrai placement intéressant. Si vous voulez acheter des terres, ben allez-y. Il faut que ce soit les agriculteurs qui les cultivent, c'est tout. C'est ça, non? Le prix, 6 000 euros l'hectare, la moyenne. C'est 6 000 euros Et 6% par an de progression depuis avec 1990. aujourd'hui des écarts types qui sont très importants. 1800 hectares, je crois, 1800 euros l'hectare le moins cher en France, et puis 1,3 million pour les vignes de 1,5 million pour les vignes de Champagne. La rentabilité nette hors l'effet spéculatif, on est plus à 2-3%. Mais si on regarde bien dans le détail, en France, on est vraiment un cas particulier. À l'échelon européen, 60 000 euros en Belgique, je l'ai dit, voire 100 000 euros aux Pays-Bas, enfin 150 000 euros dans certaines régions en Inde. En France, c'est vraiment un cas particulier. Non, il y a malgré tout, il reste des politiques foncières partout en Europe. Effectivement, depuis une trentaine d'années, elles ont été plutôt sabordées. En France, on a la chance d'en avoir encore une suffisamment costaud pour limiter des effets spéculatifs et aussi des effets de capitalisation des subventions de la PAC dans le prix de la terre. On le voit bien quand on regarde avec les prix en Allemagne. Il y a un vrai problème autour de la hausse des prix du foncier en Allemagne. Ils sont maintenant autour de 20 à 25 000 euros. On voit bien qu'ils n'ont pas le moyen de limiter l'effet des subventions sur le prix de la terre. Nous, on a cette chance-là. C'est un des rares atouts positifs qu'on ait. Énormément de pays à la FNSAFER, on reçoit des délégations, et je suis sûr que dans le salon ça va être la même chose, de beaucoup de pays, qui soient des pays en développement ou des pays qui sont déjà développés et qui regardent le modèle agricole français avec les SAFER, parce que justement la régulation, c'est aussi la garantie d'avoir des agriculteurs sur leur territoire avec une alimentation qui est garantie. Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas autonomes et qui sont très inquiets de ce qui pourrait se passer s'il y avait une nouvelle crise alimentaire. Bernard Laine. Pourquoi la terre a été fait partie des plus basses d'Europe aussi? Parce qu'il y a un tissu rural et donc agricole énorme qui avait jusqu'à maintenant un agrandissement. Regardez ce qui s'est passé. Dans le lait, on a écrémé plus de 30% des producteurs et pourtant on produit autant de lait. Donc il y a eu la course à l'agrandissement par des agriculteurs. Le problème, c'est que maintenant on ouvre une porte et c'est par maintenant des financiers. Quand je parlais tout à l'heure de la coopération ou des fonds d'investissement, c'est ces gens-là qui arrivent. Et puis il y a aussi un effet d'accaparement, parce que je l'ai entendu l'autre jour au colloque Dominique Potier. Mais vous vous rendez compte, pour l'agroécologie, la catastrophe, c'est qu'aujourd'hui, des agriculteurs ont 55 ans, 60 ans, 65 ans, et finalement ils continuent à exploiter. Pourquoi? Parce que quand ils ont une retraite à 8 000 euros par mois, non pardon, par an, pas par mois, mais par an, donc avec ça, ils se font un complément de retraite, parce que les enfants ont fait des études, et moi je vois même des grosses fermes de 300, 400 hectares, où les enfants, quand ils voient ce qu'ils doivent reprendre à leurs frères et sœurs et la valeur du foncier, disent écoute papa, on vend, et après toi, on arrête. Vous avez vu le film Au nom de la terre, peut-être on voit d'ailleurs le problème du fait de devoir racheter l'exploitation et payer la retraite du père. Et ça coule après l'exploitation. Non, pas forcément. On a en France un statut du fermage qui permet à l'agriculteur de s'installer sans avoir à acheter le foncier. Donc ça, c'est un avantage énorme par rapport à d'autres pays qui ne l'ont pas et qui donc ont des agriculteurs qui sont obligés de mobiliser leur investissement pour contrôler le foncier, alors que nous, leur capacité financière, ils peuvent les déployer pour se moderniser et investir dans du productif. Donc non, aujourd'hui en France, 2/3 des terres sont en location. Je crois qu'il faut surtout pas caricaturer. On fait souvent croire que l'exploitation agricole, elle devrait être donnée. Elle a une valeur. Ce qui ne va pas, c'est quand elle est survalorisée. Et c'est ça notre problème aujourd'hui, c'est d'être capable de définir la valeur d'une exploitation agricole. Il y a le foncier, comme le disait mon voisin. Le foncier aujourd'hui, 70% est exploité en fermage. Et les SAFER, on est capable aujourd'hui de trouver des apporteurs de capitaux pour des agriculteurs qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas acheter leur foncier. Donc ce n'est pas le problème du foncier directement, c'est bien globalement, qu'est-ce que ça vaut une exploitation agricole? Est-ce que c'est le juste prix ou pas? Et je vais même aller plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'exploitation agricole, elle vaut plus cher quand on la cède à un enfant que quand on n'a pas d'enfant. Puisque quand on n'a pas d'enfant, on ne peut pas la céder juridiquement. Et ça reste une problématique puisqu'il n'y a pas de bail cessible. Le bail n'est pas cessible. Donc aujourd'hui, on l'oublie un peu trop souvent. Je ne dis pas que ça se fait toujours comme ça, mais sur le principe, le bail n'est pas cessible sauf à un descendant. Et on a quand même des exploitants qui partent à la retraite aujourd'hui sans capital. Emmanuel Hyest, dernière question pour vous. C'est vrai que les SAFER, c'est quelque chose d'un peu particulier. Vous êtes une société de droit privé qui a des prérogatives d'État. Avec délégation de mission de service public, tout à fait. Et quand on voit que l'Europe a déconstruit la filière betterave, ça ne lui coûtait pas 1 euro et pourtant ils l'ont déconstruit, est-ce que vous êtes sûr que demain vous serez encore là?
les affaires? Alors, vous savez, celui qui est capable de dire qu'on est sûr que demain il sera encore là, il est bien fort. Mais je suis sûr que tant qu'il y aura une volonté politique, et c'est le cas en France aujourd'hui, tout courant confondu et toutes nos organisations agricoles réaffirment que d'avoir un outil de régulation qui s'appelle la SAFER et qui permet, dans la conjoncture actuelle, de pouvoir continuer à mettre comme politique le renouvellement des générations et d'installer des jeunes qui soient issus du monde agricole ou hors monde agricole, c'est un gros atout pour notre pays. Nous sommes arrivés au terme de ce débat. Merci à vous, Emmanuel Hyest, Bernard Lannes, Frédéric Ourleux et Nicolas Doré. Et puis surtout, merci à vous. Je vous retrouve pour une prochaine émission.